Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer avec Madame Filaire-Davis de Arquerie et avec Monsieur Stéphane Voisin, directeur de l'Institut Louis Bachelier. Stéphane Voisin est en cours, pour tout dire, donc il nous rejoindra vers midi et demi. Nous allons donc commencer ce webinaire toutes les deux. Vous pourrez nous poser des questions et Stéphane prendra la parole quand il arrivera pour exposer sa partie et répondre aux questions que vous voudrez bien lui poser. Alors nous avons choisi ce titre que je qualifierais d'un peu rentre-dedans parce que on a vraiment le sentiment que toute une série de gens veulent vraiment nous faire sortir non seulement de la CSRD, mais de bien d'autres choses. Et donc, nous avons pensé que c'était intéressant de faire un point à date, c'est-à-dire le 13 février, où est-ce qu'on en est, quelles sont un peu les forces en présence, comment ça se présente. Mon alter ego rentrera dans le concret en vous montrant ce qui a déjà été fait, en quoi c'est vraiment intéressant. Et puis Stéphane Voisin conclura sur une partie plus financière. Alors, nous avons choisi cette date juste avant les vacances scolaires pour essayer d'avoir le plus de participants possible, et bien sûr avant le 26 février, date à laquelle doit être présenté le texte omnibus. Ceci étant, rappelons que ce n'est pas parce que la Commission va présenter le texte qu'il va être voté. Il devra être accepté par le Parlement européen, ou même s'il y a une forte majorité qui n'est pas très favorable aux questions environnementales, c'est moins qu'on puisse dire, il y a quand même, même au sein du PPE, des gens qui n'ont pas du tout envie de détricoter complètement le Green New Deal. Donc, premier texte omnibus qui doit être présenté le 26 février, qui est la première série de paquets destinés, entre guillemets, à améliorer et accélérer l'efficacité des politiques et des lois de l'Union européenne pour renforcer la compétitivité. Nous savons tous que depuis la sortie du rapport Draghi, le terme de compétitivité est devenu la boussole. Il y a du reste une boussole de compétitivité, ce qui n'est, à mon sens, pas du tout contestable. Nous avons besoin de compétitivité, nous avons besoin de renforcer toute l'industrie et toute l'économie européenne face aux dragons américains et chinois. Donc le renforcement de la compétitivité, en tout cas dans mon esprit, peut-être dans mes interlocuteurs, ce sera différent, mais il n'est pas du tout à remettre en cause. Reste à savoir qu'est-ce qu'on appelle la compétitivité. C'est de ça dont nous voudrions vous parler. Donc, ce premier texte de simplification, il va viser très clairement tout ce qui est la durabilité. Donc, l'information financière, la diligence, information financière c'est CSRD, diligence c'est CS3D, taxonomie, et on rajoute ce qui était indiqué ce matin dans ce que j'ai pu lire, la CBAM, c'est-à-dire la taxe carbone aux frontières. Puis suivront la loi sur l'accélération de la décarbonisation industrielle, la rationalisation de l'octroi des permis et des autorisations, c'est-à-dire un allègement des procédures et un raccourcissement des délais, des exigences en matière de rapport et une nouvelle définition des petites et moyennes entreprises pour réduire leurs charges réglementaires. Donc, ça, c'est ce qu'on nous présente. De quoi est-on menacé ? La suppression en fait de la CS3D, c'est-à-dire que l'idée c'est de dire il faut remettre par terre la directive sur le devoir de vigilance qui a été votée in extremis à la fin de l'année 2024 après avoir été largement amputée par rapport à ce qui avait été initialement prévu, mais ce que demandent les anti, si je puis dire, CSRD, CS3D, pardon, c'est de tout revoir et par conséquent de retarder la mise en œuvre, de reporter sine die, en réalité, la mise en œuvre de la CS3D qui devait arriver en 2026. Deuxième volet, la CSRD. Je dirais que beaucoup ne sont pas du tout opposés à ce qu'on allège
un certain nombre d'obligations de reporting, même s'il ne faut pas délirer. C'est vrai que les ESRS mis bout à bout, ça fait plus de 1000 items, mais aucune entreprise ne va remplir les 1000 items. Ce qui est demandé, c'est simplement de remplir ce qui correspond à des réalités dans l'entreprise concernée. Il nous est arrivé, il n'y a pas très longtemps, de faire un rapport de vigilance pour une entreprise de services employant du personnel. Le sujet majeur, c'est le social, ce n'est pas l'environnemental. Donc, si on avait dû faire la CSRD, on n'aurait pas rempli toutes les rubriques sur la biodiversité, par exemple, qui n'avaient que très peu d'intérêt en réalité. Donc, il faut bien voir que c'est déjà adapté. Il y a déjà des propositions, j'y reviendrai, qui ont été faites pour alléger la charge administrative des PME par les FRAG. Donc, la CSRD, on allège, OK, mais jusqu'où on allège dans la chaîne de valeur, et certains, dont M. Séjourné, avaient même envisagé de supprimer complètement le reporting. Alors, moi, je veux bien une CSRD sans reporting, il faut nous expliquer comment ça se passe. Sur la taxonomie, la simplifier, oui, c'est vrai qu'elle est assez lourde, c'est la vérité, mais certains veulent rendre complètement facultative la taxonomie. Or, la taxonomie, c'est quand même un moyen d'apprécier la durabilité, de se mettre dans une logique et de créer un cadre commun. Et ce qui me paraît quand même très important par les temps particulièrement troublés, le mot est un euphémisme, que nous vivons, c'est précisément de pouvoir disposer d'un cadre commun. Alors, où en sont les discussions? La publication de la boussole de compétitivité est intervenue au début du mois de février. Une première réunion s'est tenue le 6 février, réunion à laquelle les participants ont considéré qu'ils n'y trouvaient pas leur compte. D'abord, une surreprésentation des Antilles, si je puis dire, et deuxièmement, une absence de volonté de dialogue de la part de la Commission. C'est-à-dire rien dire, écouter, et c'est tout. Alors, comment se présentent les forces en présence? Du côté des partisans de la remise en cause, on a le patronat. La FEP, par exemple, en France, ce n'est pas le MEDEF qui est directement intervenu, c'est la FEP. Objectif, renforcer le secret des affaires, c'est-à-dire réduire la transparence, réduire les informations, suspendre la normalisation sectorielle, puisqu'on attendait en fait des ESRS sectoriels, lancer une évaluation complète de la CS 3D avant son application, c'est-à-dire renvoi sine die, rationaliser les plans de transition climatique et rendre facultative l'application de la taxonomie. Au moins, c'est clair. Business Europe, sur la même ligne, avec un document de 50 pages qui vise de très nombreuses législations, toute la législation environnementale, toute la législation de lutte contre la corruption. J'ouvre une parenthèse, pour la France qui vient de perdre 5 places au classement de Transparency International, c'est quand même extrêmement préoccupant. Business Europe propose une réécriture complète de la CS3D avec une mise en œuvre reportée, une taxonomie qui deviendrait volontaire et très limitée. En ce qui concerne les exigences d'information, il faudrait supprimer de très nombreuses obligations d'information et repousser de 2 ans la mise en œuvre de la CSRD pour les entreprises qui n'y étaient pas soumises pour 2025, c'est-à-dire entreprises prévues en 2026-2027. Autre opposant, le gouvernement français, ce qui est quand même extravagant, puisque le gouvernement français est quand même le premier à avoir transcrit dans son droit interne à la fin de l'année 2024 la directive CSRD. Il est d'accord pour un report sine die de la CS3D, de modifier très considérablement et la CSRD et la taxonomie. Voilà, je n'ai pas cité le gouvernement allemand qui est à peu près sur la même ligne que le gouvernement français. Autrement dit, on a une demande très coordonnée et organisée d'une grande partie du monde économique. Heureusement, pas tout le monde économique, comme je vais vous le dire dans un instant. Alors, du côté des défenseurs du système, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord les investisseurs institutionnels sur le changement climatique qui regroupent 163 entités, 6,6 billions d'euros d'actifs,
qui, dans une note du 4 février 2025, ont montré leur opposition à la sortie de tout le système. Vous avez bien sûr les ONG et de très nombreuses organisations de la finance verte. 40 ONG, 240 chercheurs ont écrit à la Commission pour dire combien il était grave de toucher à tout ce système. 11 industriels, dont des grands tels que Nestlé, Primark ou encore l'Occitane, ont envoyé un courrier le 17 janvier à la Commission pour défendre l'application de la CS3D. Et enfin, il ne faut pas oublier que des solutions de simplification sont déjà en route, en particulier proposées par l'autorité des normes comptables publiques et par les FRAG pour les PME. Avant de passer la parole à Carole, je voudrais dire quelques mots des raisons pour lesquelles, à mon sens, il est complètement absurde d'opposer compétitivité, CSRD et devoir de vigilance. D'abord, et pour reprendre une expression qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de Patrick de Cambourg, qui est le président de l'EFRAG, trop simplifier, c'est prendre le risque de l'ESG washing. Or, je rappelle que les procès climatiques dans le monde, qui représentent aujourd'hui de l'ordre de 3000 procès, voient le nombre de cas autour de l'éco-blanchiment exploser. Et évidemment, moins vous aurez de règles et plus vous aurez de procès en greenwashing. Donc, il y a un risque juridique, me semble-t-il, à cette solution. En plus, opposer ESG compétitivité, c'est un faux dilemme. Une étude récente publiée par Journal of Sustainable Finance, qui passe en revue plus de 2200 études, révèle que dans 90% des cas ciblés, les critères de performance financière sont améliorés, améliorent le score des entreprises. Enfin, la réglementation européenne a été un gage d'innovation et d'amélioration, d'innovation parce que, bien entendu, de très nombreuses entreprises dans ce qu'on appelle globalement le green se sont développées. Elles se sont développées parce qu'elles s'intègrent dans l'ambition qui est celle du pacte vert, qui est de transformer l'économie européenne grâce à des flux financiers qui sont dirigés vers des investissements qui permettent la création de valeur, le développement économique, la création d'emplois et qui sont alignés avec les critères dont on vient de parler. Parce que de toute façon, où qu'on soit sur cette planète et quelle que soit votre philosophie, l'accélération du dérèglement climatique et de la perte de biodiversité sont des réalités. Ils constituent des risques majeurs, voire vitaux pour les entreprises, et il est donc totalement déraisonnable d'envisager un système économique dans lequel les entreprises ne commenceraient pas par s'interroger sur les risques auxquels elles sont confrontées et les risques qu'elles peuvent elles-mêmes générer. C'est tout l'intérêt de la double matérialité qui est aujourd'hui en question. Et donc, le reporting est précisément fait pour cela. Ne pas maintenir le reporting ne supprimera en rien les risques auxquels les entreprises sont concernées, parce que ceux-là demeureront, sauf qu'ils peuvent, de manière assez curieuse, mais je pense que c'est une réalité, renforcer les risques de responsabilité. Parce que les normes, quelque part, sont des outils de sécurisation pour les entreprises. Si elles respectent les normes, elles sont dans les clous et donc leur responsabilité est très cadrée. S'il n'y a plus de normes, à ce moment-là, je dirais que ce sont les principes généraux qui vont s'appliquer et ils pourraient être infiniment plus défavorables aux entreprises que ne le sont les règles qui ont été fixées. Et puis enfin, parce que l'Europe a une avance sur le reste du monde qui est stratégique, et ce serait catastrophique qu'elle la perde, la législation dont nous venons de parler s'applique à toutes les entreprises venant sur le marché européen et il est donc particulièrement important
de la maintenir, que ça fasse plaisir ou pas à Monsieur Trump. Voilà, dès lors, discuter de simplifier, oui, bien sûr, mais en aucune manière de remettre en cause la cohérence globale de l'ensemble. Fantastique, et effectivement, C'est à vous. il y a le lien vers le document que vous avez aussi rédigé dans ce sens. Merci beaucoup, Corinne. Je rejoins tout à fait votre appréciation du Green Deal et plus spécifiquement la CSRD comme gage de compétitivité, d'innovation, de résilience et même de sécurisation juridique. C'est tout simplement un moyen de défendre nos valeurs européennes par rapport au reste du monde. Alors moi, en complément, ce qu'on s'est dit avec Corinne, c'est qu'on allait prendre avec vous le masque et le tuba et qu'on allait regarder la réalité des rapports qui sont sortis, parce que figurez-vous qu'il y a des premiers rapports tout chaud, tout frais sortis de 2024 à la mode de la CSRD, et les entreprises sont parfois vocales, vraiment très explicites sur ce que ça leur apporte ou ce qui leur semble des défis à relever. J'espère que vous voyez bien mon écran. C'est bon? Alors, c'est bon pour nous, donc je pense que c'est bon pour nos auditeurs. Parfait. Donc, premier point, effectivement, la France a été, comme le soulignait Corinne, la première à transposer la CSRD dans l'Union européenne. Et ça n'a pas été le cas de tout le monde. Il y a 15 pays qui ont transposé, 10 qui ont démarré un process, 10 dont l'Allemagne, donc pas des moindres, mais qui n'ont pas dans leur loi nationale l'obligation de reporter. Et puis 5 pays qui n'ont pas démarré le processus. Donc effectivement, on peut dire que la France fait partie du peloton de tête, et on va voir qu'elle fait partie, qu'elle est accompagnée par d'autres pays qui sont très très actifs. Et les premiers rapports, devinez de quel pays ils sont sortis? Ils sont sortis du Danemark. Et je vous invite à suivre un professeur allemand, Maximilian Müller, qui est de l'Université de Cologne, et qui a eu cette superbe idée de créer un projet de recherche avec plusieurs universités allemandes et de suivre petit à petit les publications 2024 à travers l'Europe, et de les analyser. Donc, c'est un programme de recherche qui va prendre plusieurs années, mais en mode collaboratif, où tout le monde peut venir contribuer à son fichier Excel, où il fait le recensement des rapports qui sont sortis. Et comme vous le voyez, là, il y a une vingtaine de rapports qui sont tout chauds, pas mal de Danois, et on peut dire que la première mondiale du premier rapport 2024 CSRD, c'est Netcompany. Alors bien sûr, je sais très bien qu'il y a des entreprises qui avaient anticipé ça, et y compris en France, et j'en parlerai, qui dès dans leur rapport annuel 2023 avaient adopté la double matérialité, avaient adopté un certain nombre de principes déjà pour monter en maturité sur le reporting ESG. Mais là, ce que je vous propose, c'est un petit tour d'horizon pour voir si effectivement les entreprises qui sont attelées à la tâche là, Netcompany, Novo Nordisk, Carlsberg, Barco, Nestlé, des noms qu'on connaît. Comment elles ont réagi? Qu'est-ce que ça leur fait? Qu'est-ce qu'elles mettent en avant? Est-ce qu'on retrouve ces notions d'innovation, de compétitivité, de résilience qu'on évoquait plutôt avec Corinne? Alors, donc le premier, c'est une entreprise, la première, Netcompany, une entreprise dans l'IT, des services informatiques, 8000 employés, et qui, dès le 29 janvier, a fait son rapport annuel en mettant en avant et en faisant vraiment un point de différenciation, en mettant en avant la fierté qu'ils avaient à avoir embarqué dans l'approche CSRD. Pourquoi? En numéro 1, parce que ça a permis une grande mobilisation dans l'entreprise
et à l'extérieur de l'entreprise. C'est le premier bénéfice que j'aimerais souligner dans tous les rapports divers et variés que j'ai vus qui adaptaient la CSRD, c'est ce côté fédérateur du projet CSRD. C'est considéré comme les entreprises par un réel projet. Alors, un projet qui va avec un chef de projet, une organisation et un budget et des ressources. Et donc, on voit bien l'effort qu'il y a à faire, mais avec le bénéfice, à mon sens, énorme que par rapport à parfois des entreprises où la transformation durable restait encore l'apanage d'un petit groupe de personnes, l'équipe RSE, l'équipe HSE, voilà, pas toujours représentée au niveau du COMEX. Là, avec la CSRD, et c'est ce dont parle Netcompany, ils disent qu'il y a une collaboration vraiment très étendue. 25% d'ailleurs des entreprises confient non seulement à la RSE, mais aussi à la finance, le fait de travailler sur ce reporting. Et tout d'un coup, on change de braquet. Ça devient vraiment l'affaire de tous de se préoccuper est-ce qu'on est dans les clous ou pas sur la décarbonation? Est-ce qu'on est dans les clous ou pas sur la façon de préserver la sécurité et le bien-être des employés? Est-ce qu'on est dans les clous ou pas à l'état de l'art sur la façon de préserver l'éthique des affaires? Donc ça, je trouve, un premier point très intéressant. Deuxième exemple, Novo Nordisk, on est toujours au Danemark, ils ont publié leur rapport annuel le 5 février 2025. Et ce que j'aimerais mettre en avant avec leur exemple, et que eux-mêmes soulignent dans leur rapport, c'est le fait qu'ils ont franchi un palier de maturité pour leur stratégie, pour la façon d'avoir des objectifs précis et d'avoir des moyens de piloter l'atteinte de ces objectifs. Et on sait très bien que beaucoup d'entreprises, dans le passé, y compris sur la décarbonation, la lutte sur le changement climatique, avaient donné un peu des objectifs de grosse maille. Et c'était très bien pour démarrer une dynamique. Là, on change de braquet et on se dit, sur les éléments les plus matériels, et évidemment, Corinne disait que toutes les entreprises ne vont pas avoir les mêmes objectifs sur les mêmes indicateurs et les mêmes angles E, S et G, mais sur les angles les plus matériels, il y a vraiment cette notion que souligne Novo Nordisk de se dire, bon ben là, voilà, j'ai un objectif et j'ai des indicateurs pour les suivre. Et j'ai fait le tri entre ce qui était de plus ou moins prioritaire par rapport à, bien sûr, mon secteur d'activité, mais aussi l'ADN de qui je veux être comme entreprise, qu'est-ce que je mets en avant. Donc, c'est ça que souligne, vous voyez en anglais, le Novo Nordisk, le fait de passer dans cette notion de, pas seulement le reporting, mais de pilotage de la performance. J'ai pris l'exemple du carbone parce qu'effectivement, les entreprises sont sur une planète soumise au changement climatique et sur lequel il convient d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Et je me suis demandé, tiens, si on regarde les indicateurs que Novo Nordisk a soulignés dans son rapport, est-ce qu'il y a plus de précision, plus de robustesse de ce qui est mis en avant? Et vous voyez que effectivement, oui. Alors, ils avaient un peu anticipé en 2023 la montée en maturité sur leurs indicateurs, mais vous voyez que là, on partait de pas grand-chose en 2021-2022 et progressivement, on est dans les rapports de plus en plus précis avec de plus en plus d'éléments. Et je reviendrai à la fois sur le périmètre plus large et à la fois sur plus de précision. Un autre exemple pour souligner les bénéfices liés à la CSRD, c'est celui de Barco. Barco, vous savez, c'est cette entreprise qui nous fournit des moyens, des équipements de visualisation. Eux, ils ont publié leur rapport le 11 février. Et ce qu'ils ont mis en avant, c'est le gros travail fait auprès des parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les ONG avec lesquels ils travaillent éventuellement, le local, ce qu'il y a autour de leur site, évidemment les employés et les différents types d'employés. Et c'est ce qu'un site à faire, c'est un des bénéfices de la CSRD, à mon avis, énorme, c'est dans l'exercice de double matérialité, de tendre le micro aux parties prenantes, et non seulement de tendre le micro, mais d'instituer de façon régulière des discussions.
Et voilà. Et donc, effectivement, Barco a fait tout ce travail-là, le met en avant dans son rapport, met en avant effectivement comment ils sont arrivés à cette matrice de double matérialité et cette capacité pour chaque entreprise européenne, là on est au cœur de la compétitivité, de comprendre précisément les attentes des clients et de pouvoir du coup rentrer dans un mode anticipé d'innovation. Voilà, mon principal client m'attend au tournant de la décarbonation, m'attend au tournant sur ma capacité, moi, Barco, à donner même l'impact carbone des services que je délivre à mon client. Et bien, en fait, si je sais ça, ben, je sais d'autant mieux être compétitif, me démarquer par la concurrence, rentrer peut-être dans un mode de collaboration avec mon client. L'exemple suivant que je voulais souligner, c'est avec Randstad, dont l'entreprise des services d'intérim, où je trouve qu'au-delà de, j'ai remis là à gauche tout l'aspect engagement avec les parties prenantes, mais je voudrais aussi vous faire un peu regarder en détail l'analyse de double matérialité telle que présentée par Randstad, où on voit bien que dans l'exercice de double matérialité, un élément très très intéressant, c'est bien sûr de regarder les risques financiers négatifs, mais aussi les risques, mais aussi les impacts négatifs de l'entreprise sur l'écosystème, les impacts positifs, parce que oui, il y en a, et les opportunités. Et ça aussi, à nouveau, on se retrouve à la croisée des chemins en même temps de la résilience et en même temps de la compétitivité, puisque contrairement à ce que certaines entreprises avaient de regarder la RSE uniquement sous l'angle des risques, là, on est sur les risques, les impacts négatifs, les impacts positifs et les opportunités. Donc, on voit bien cette invitation, cette perche que nous tend la CSRD d'aller vers résilience et innovation, compétitivité en lien avec les parties prenantes. Alors en France, parce que là, vous voyez, j'ai pris des exemples au Danemark, en Suisse et aux Pays-Bas avec Randstad. En France, que se passe-t-il? Les rapports annuels ne sont pas encore sortis, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des exemples, parce que déjà en 2023, alors que ce n'était pas obligatoire, des grands groupes s'étaient saisis de l'affaire, et d'ailleurs pas que des grands groupes, des ETI, et avaient adopté en particulier cette approche de double matérialité pour faire voilà, le tour d'horizon et être sûr de ne pas avoir d'ornière, de ne pas laisser qui la pollution du sol, qui des éléments sur la conduite des affaires ou sur le bien-être au travail dans la chaîne de valeur dans l'ombre. Et donc, je prends l'exemple de Decathlon, qui est déjà dans son rapport annuel. Alors, j'attends avec impatience leur rapport 2024, mais déjà en 2023, avait fait part de la façon dont la double matérialité était aussi un moyen d'acculturer en interne, de s'aligner, d'aligner les pratiques entre les business units, entre les pays, d'embarquer le leadership, parce que finalement, à chaque fois qu'on mène un exercice de double matérialité et un exercice en lien avec la CSRD, ben en fait, on va commencer par raconter à toute l'entreprise quelles nouvelles données on va aller chercher, pourquoi on va aller les chercher, par rapport à quels objectifs on s'est fixé, comment ça fait du sens par rapport à la stratégie générale de l'entreprise. Et donc, c'est un exercice qui insuffle réellement une dynamique, y compris au plus haut niveau de l'entreprise. Donc finalement, si je résume un peu, sur la base des rapports qui sont sortis et qui vont continuer de sortir, je vois des bénéfices tangibles. D'une part, la plus grande mobilisation autour de l'ESG. On a une approche structurée, menée comme un projet, avec une équipe, un budget, une méthode. Et donc, ça donne cette culture du projet d'entreprise pour des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance, y compris avec la mobilisation du leadership, y compris avec l'harmonisation entre les filiales, et y compris avec une approche structurée pour consulter les parties prenantes, au premier chef les clients,
mais aussi évidemment les fournisseurs, et donc d'être dans une logique de plus en plus collaborative. Deuxième point que je voulais souligner, c'est des rapports qui sont plus complets et plus fiables et qui sont en lien avec ce que Corinne soulignait, de robustesse de l'entreprise, de résilience, une plus grande cohérence par rapport au financier. L'extra-financier et le financier parlent du même périmètre, parlent de façon de plus en plus similaire. Un point d'appui aussi pour répondre, cette CSRD, aux différents questionnaires clients et investisseurs. On sait très bien que les entreprises reçoivent le questionnaire EcoVadis, le questionnaire de leurs actionnaires ou fonds d'investissement, le questionnaire de leurs clients. Et donc, s'il y a, cet appui de la CSRD est vu aussi par certains comme un point d'appui pour harmoniser et avoir cette bibliothèque d'éléments quantitatifs et qualitatifs pour répondre de façon harmonisée à tous ces questionnaires. Beaucoup plus d'explications données sur les plans. Je prenais l'exemple de Novo Nordisk sur l'économie circulaire. Ils commençaient dans le passé à parler de la gestion des déchets, etc. Là, on a vraiment la description des initiatives menées par l'économie circulaire. À une demi-page sur le sujet dans rapport 2023 Novo Nordisk, là, on est à 4 pages juste sur le volet gestion des déchets, économie circulaire appliquée à l'entreprise. Et puis, au-delà de cet aspect complétude et fiabilité, une trajectoire qui est bien mieux définie vers une plus grande durabilité avec cette analyse systématique des risques, des impacts et aussi des opportunités. Et donc, du coup, une plus grande incitation à définir des objectifs et à les piloter. Alors, ça ne va pas sans défi. Le défi numéro 1, c'est cette incertitude réglementaire. Mais après tout, on peut prendre face à l'incertitude, comme certaines entreprises, comme Decathlon, le taureau par les cornes et puis voir ce qui fait du sens pour son entreprise. La mobilisation de ressources importantes. Alors, certaines entreprises que j'accompagne m'ont dit, en fait, le budget qu'on va mettre, les ressources qu'on va mettre, là, en année 1 de CSRD, vont un peu obérer le budget qu'on avait mis sur les actions de décarbonation, etc. Mais en réalité, c'est souvent pour mieux sauter plus loin et puis avec un cadre beaucoup plus clair et des objectifs mieux définis. Une complexité, c'est vrai que l'EFRAG nous a donné beaucoup d'éléments et parfois il y a un sentiment de surabondance de points méthodologiques à suivre. Mais comme le soulignait Corinne, il y a des marges de manœuvre et on n'est pas largement obligé de suivre les 1178 data points qui sont le champ du possible. Et puis des difficultés pour obtenir les données à travers l'entreprise et à travers la chaîne de la valeur. Mais là, j'ai envie de dire tant mieux si on rencontre ces difficultés, parce que ça veut dire que l'entreprise va monter un niveau de maturité et va se donner les moyens d'aller chercher les réelles données pour passer au pilotage de la transformation durable. Voilà, donc du coup, je trouve que la façon dont les entreprises qui ont publié leur rapport annuel 2024 sur la base de la CSRD ou même de celles qui on avait anticipé les choses en 2023, illustre complètement cette idée que soulignait Corinne de la CSRD comme un moyen pour les entreprises européennes de se montrer compétitives, de se différencier, de montrer leurs axes d'innovation et d'être en même temps résilientes, robustes, y compris en termes de sécurisation juridique. Voilà. Merci beaucoup pour ces propos très dynamiques qui font la preuve que vraiment on est dans un monde de faux procès qui poursuivent en fait des objectifs très différents de ceux qui sont effectivement annoncés. Alors, notre ami Stéphane Voisin ne nous a pas encore rejoint, donc je vous propose de poser des questions sur les deux interventions qui viennent d'être faites. Nous avons une première question. Lise-Hélène, vous pouvez nous la lire. Bien sûr. Bonjour et merci pour vos interventions très intéressantes. Certaines pointent du doigt la responsabilité des grands cabinets d'audit qui ont lancé des offres d'accompagnement CSRD très complexes et coûteuses et qui découragent les entreprises.
Est-ce aussi votre constat? Quel budget moyen ou fourchette de budget en fonction de la taille de l'entreprise pensez-vous être raisonnable? Merci. Est-ce que, Carole, vous pouvez répondre? Oui, alors, je voudrais souligner 2 points. D'une part, c'est qu'il y a la première étape qui est de préparation du rapport CSRD. Je vous ai dit, les projets, ça a été créé comme un projet. Les grands groupes, je voyais un rapport qui soulignait que les grands groupes avaient mobilisé des budgets qui allaient de 50, 100 K euros jusqu'à, s'ils en profitaient pour remettre à plat tout leur système d'information en termes de données ESG, jusqu'à au-dessus de 500 K euros. Donc, pour les ETI, on ne se parle pas du tout de ce genre de budget. Il faut bien voir qu'il y a des ETI qui se sont dit on va le faire en interne et on le fait en avance de phase. Et on est là, par exemple, je pense à une ETI dans le digital qui a déjà fait la démarche l'année dernière et elle, c'est plutôt de l'ordre de 50 K euros qu'elle a mobilisé. C'est une ETI qui est quand même assez grosse, qui a 2000 employés à travers le monde. Voilà. Et puis, il y a encore des clients que j'accompagne en mode qui font certaines formations, mais qui se disent on va s'approprier les éléments tout seul et on le fait complètement en interne. Et puis, il y a le deuxième élément qui est l'audit. L'audit, là, effectivement, qui était la nouvelle aussi, le nouvel élément introduit par la CSRD. Et donc là, effectivement, les audits, pour le coup, c'est une poche supplémentaire en dessous de l'audit financier, parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes exigences. On est dans l'assurance raisonnable, mais qui représente certes un nouveau budget pour les entreprises. Mon métier, c'est d'accompagner les entreprises de façon très pragmatique. J'avoue, je sais que dans le monde du conseil, on n'est pas tous égaux par rapport à notre appréhension, et même dans l'audit, on se rôde les uns et les autres. Mais moi, ma conviction, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut dans la loi pour avoir des marges de manœuvre et être extrêmement pragmatique et faire en sorte que l'entreprise, à la fin, se retrouve avec un rapport qui lui ressemble et qui mette en avant ses forces et qui lui permette d'avoir mis sous contrôle ses faiblesses sans rien dévoiler de confidentiel, puisque même sur les aspects de confidentialité, la réglementation prévoit qu'il est tout à fait autorisé de dire là, c'est un élément sensible sur lequel je ne peux pas communiquer. Je travaille pour des clients dans le domaine de la défense et il y a certains éléments qui ne sont pas communiqués et la loi le prévoit. Voilà. Avant de passer la parole à Stéphane qui est arrivé et qui va s'exprimer, je voudrais juste un petit complément sur ce que Carole vient de dire. J'ai lu, comme beaucoup d'autres, de très fortes critiques sur de très grands cabinets d'audit et qui se sont peut-être un peu amusés en considérant qu'ils avaient là un nouveau champ et que l'avance qu'ils avaient pu prendre leur permettait de non seulement de coûter très cher, mais de surcroît d'être plus royaliste que le roi, ce qui en fait a beaucoup trop chargé la barque en début, alors qu'on est quand même dans une phase, on est tous des apprenants sur ce système-là, puisqu'il est nouveau. Et donc, moi, ma logique, c'est plutôt d'être dans quelque chose qui est très proportionné à ce que peut faire l'entreprise, à ce qu'elle fait, et dans une phase de progression. Et je crains malheureusement que beaucoup d'autres n'aient pas eu du tout cette logique-là. Et donc, on voit aujourd'hui beaucoup d'articles extrêmement critiques sur la manière dont des grandes firmes, en réalité, c'est beaucoup plus celles qui sont sur la sellette, ont considéré qu'elles allaient capter le marché et qu'effectivement, plus il y aurait d'exigences et plus ça irait vers des très grosses structures. Ce qui fait que dans le même temps, ça a emporté tout le monde et c'est une des causes de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Voilà, Stéphane. Des échanges avec les auditeurs en disant là, je suis désolée, vous allez plus loin que ce que la directive indique. Et donc, il faut être vigilant dans les interactions avec les auditeurs. Mais parfois, ils le font de bonne foi. C'est qu'effectivement, ils n'ont pas tous été complètement formés et rodés à l'exercice. Stéphane.
Alors, on ne vous Stéphane, entend pas encore, Stéphane. on t'entend pas. As-tu mis ton micro? Stéphane, on ne t'entend pas et on ne te voit pas. Bon, on va prendre la deuxième question, ça n'arrive pas à la joindre. Stéphane? Il n'est pas là. Il est là? Il n'est pas là. Il est là, oui. Je ne le vois pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Question, Lise-Hélène. Alors, on constate aujourd'hui que les États-Unis et la Chine se concentrent sur leur influence économique dans le monde en faisant fi des problématiques environnementales. Pour les États-Unis, c'est une recherche de terres rares et de pétrole, gaz, comme au Groenland ou en Ukraine, ou bien couper la route de soie à la Chine. La route de la soie, excusez-moi. Donc, l'Union européenne semble se concentrer davantage, quant à elle, sur des pratiques commerciales. Et donc, qu'en pensez-vous? Alors, d'abord, je pense qu'on ne peut pas du tout, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Carole, je pense qu'on ne peut pas du tout mettre sur le même pied la Chine et les États-Unis. Les États-Unis sont partis dans un monde que je qualifierais poliment d'irrationnel. À telle enseigne qu'il semblerait même que M. Trump exige qu'on sorte du vocabulaire le mot climat et qu'on retire de toutes les banques de données tout ce qui peut concerner le dérèglement climatique. Donc oui, c'est drill, baby drill, ok. Donc ils vont augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre et ils vont oublier les obligations climatiques. Je pense qu'il va quand même y avoir une grande difficulté. Il y a à peu près 2000 procès climatiques aux États-Unis actuellement ou jugés. Je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, envoie Stéphane, beaucoup d'autres dans les mois qui viennent, et les grands principes de droit, comme la réalité physique de la planète, ne vont pas faciliter la vie de l'administration Trump, et c'est tant mieux. Quant à la Chine, j'observe qu'elle a une CSRD ou l'équivalent, et que aujourd'hui c'est devenu le premier en fait investisseur et la première puissance en matière d'économie verte et de décarbonation. Donc son intérêt, c'est effectivement de développer tout ça. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas vraiment les mettre sur le même pied. Nous, c'est de développer nos valeurs européennes en renforçant considérablement notre compétitivité. Voilà, donc je pense qu'on peut faire l'un et l'autre. Stéphane, je t'en prie, à toi la parole. Oui, bonjour à tous. Excusez mon retard, j'ai quelques soucis techniques. J'ai pu entendre les derniers commentaires auxquels je suis totalement, enfin, je suis totalement aligné sur les commentaires qui tentent à dire qu'effectivement, je vais forcer un petit peu le trait, mais que les comptables ont tué un petit peu la durabilité dans tout ça. Et c'est pas simplement une affaire de mise en œuvre et d'audit, c'est aussi dans la construction du framework. C'est-à-dire que finalement, on a laissé un petit peu, si on compare un petit peu la façon dont a été élaboré le référentiel CSRD et SRS par rapport à la façon dont a été élaboré le référentiel de base historique qui est GRI, Global Reporting Initiative, il y a une différence fondamentale, c'est la participation et des parties prenantes. Les parties prenantes ont été, j'étais le premier à m'en émouvoir en fait lors des discussions sur la préparation de ces normes, notamment lorsque j'étais dans le comité de l'ANC, d'Autorité des normes comptables, parce qu'il y avait finalement autour de la table très peu de parties prenantes et surtout des comptables qui ont abouti en fait à une approche extrêmement comptable de la durabilité, en mettant de côté quelque chose qui est revenu sur, heureusement, au dernier moment sur le devant de la réglementation, qui est la matrice de matérialité, qui est l'exercice de base qui a été promu par GRI pour justement élaborer, enfin essayer de rapprocher la stratégie, la définition de la stratégie de développement durable d'une organisation à travers les attentes de ses parties prenantes qui s'expriment sur une matrice de matérialité.
Finalement, l'EFRAG a dit que c'était pas une mauvaise chose de passer par la matrice de matérialité, et notamment en faisant la référence à GRI, mais c'était un peu in extremis, sans doute parce qu'ils sentaient qu'on n'allait pas avoir tout de suite les normes sectorielles, mais finalement, c'est ça qui a péché dans cet exercice. C'était un exercice essentiellement comptable qui ne s'est pas suffisamment appuyé sur les attentes des parties prenantes. Je pense que c'est une leçon à retenir de tout le backlash auquel on est en train de faire face. Et je ne serais pas surpris d'ailleurs que dans l'élan de simplification auquel on va avoir le droit, on revienne très naturellement et très légitimement à cette importance de construire une matrice de matérialité, parce que c'est quand même la meilleure façon de passer de 1200 data points à environ 200, 300, 400 qui pourraient être les plus pertinents pour une entreprise donnée. Donc moi, je l'appelle même de mes voeux, même si évidemment, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et que dans la tentative de simplification auquel on va avoir le droit là, dans cette directive Omnibus, il y a évidemment cette tentation de passer par la fenêtre 10 ans, voire 15 ans de travail, et ça c'est fort préjudiciable, donc on peut le dénoncer. Mais il faut voir les aspects, enfin, en gros, les aspects un petit peu trop en conformité, en compliance que l'on dénonce aujourd'hui dans la mise en œuvre, dans les réactions un petit peu trop administratives, à la fois des comptables et des juristes dans cet exercice, trop précautionneux aussi, en disant bah il faut pas prendre de risque de ne pas trop réduire les data points parce que ça pourrait se faire au détriment en fait de la vraie matérialité, etc. Donc il y a eu vraiment un principe de précaution qui était un chiffon rouge qui était agité. Je suis tout à fait d'accord dans la mise en œuvre, mais c'est en amont que les choses se sont passées aussi. On est arrivé avec un cadre, et c'est vrai qui est extrêmement complexe, même pour des petites boîtes, mais même pour des grosses boîtes. Quand j'entends parler qu'il y a plus de 200 personnes chez L'Oréal qui se sont mis à pied d'œuvre pour la mise en œuvre de cet exercice, c'est assez faramineux pour des boîtes qui étaient assez leaders sur ces sujets-là. Donc, c'est bien qu'il y a une rupture et c'est bien qu'il y a une exagération dans ce sens-là. Et en revanche, sur les ETI, moi, j'ai des exemples d'ETI pour lesquels ça a coûté bien plus d'1 demi-million d'euros la mise en œuvre. Hein. Donc, là aussi, les factures ont été assez pimentées parfois pour un certain nombre de PME et d'ETI. Voilà, alors sur ce qui va en rester, moi, je viens de le dire, hein, j'espère que on va remettre la matrice de matérialité au cœur du sujet. Je pense que c'est vraiment, il paraît assez évident aujourd'hui qu'on va relever les seuils et qu'on va sans doute supprimer les suppléments sectoriels, ce qui est à la fois une mauvaise chose et une bonne chose. Une bonne chose si on en revient à la matrice de matérialité, qu'on laisse le soin à chaque entreprise, comme elle le faisait auparavant, dans le catalogue produit par les FRAG, de choisir celles qui sont les plus matérielles, encore une fois, du point de vue des parties prenantes, en comptant dans ces parties prenantes les investisseurs qui vont donner la matérialité financière. Peut-être une réaction, parce qu'en fait, ce que vous décrivez, c'est déjà la réalité. Hein. Moi, l'exercice de double matérialité avec les parties prenantes, il est fait, et les entreprises ont toute cette marge de manœuvre pour aller jusqu'à 150, 200 KPI pour des ETI que j'accompagne, et pas les 1178. Et l'exercice de double matérialité est réellement fait. Donc, là où moi, je trouve que, certes, il n'est pas fait partout. Hein. Moi, il y a les boîtes. Moi, je suis dans le comité des parties prenantes d'Engie. J'ai bien vu qu'il était fait aussi. Il y a certaines boîtes qui le font. Il y en a d'autres boîtes qui franchement, on va dire, le font de façon extrêmement superficielle. Et ça devrait pas être fait. Je suis d'accord. Hein, ça devrait être finalement l'exercice fondamental qui doit être fait. Tout le monde ne réalise pas cet exercice comme ça, hein, franchement. Il y a aussi un côté comply nor explain est un peu mis de côté, et le côté tick the box est vraiment franchement mis en avant dans plusieurs. Je ne veux pas donner d'exemples et nommer de boîtes actuellement, mais ça existe vraiment.
Bien, bon, c'était pas. Vous avez peut-être loupé les exemples que j'ai donnés, parce que pour le coup, moi, j'ai donné des contre-exemples, Stéphane, au contraire, des exercices de double matérialité en soulignant le bénéfice que l'entreprise pouvait en tirer de faire cet exercice avec les parties prenantes et du coup, d'en tirer les opportunités, les risques, les impacts positifs et négatifs à mettre sous contrôle et en se retrouvant avec un nombre pragmatique d'indicateurs. Effectivement, mais il y a une façon intelligente, plus ou moins, de mettre en œuvre la CSRD. Voilà. Stéphane, avant qu'on donne la parole à nos auditeurs et pour d'autres questions qui ont été posées, est-ce que tu as des indications nouvelles par rapport à ce qu'on a pu dire sur ce qui va sortir le 26 février? La réponse courte, c'est non. J'étais pas plus tard que ce matin. Enfin, ouais, on essaie d'avoir des oreilles à Bruxelles pour voir ce qui se passe. On organise sans publicité, mais il y a plusieurs organisations qui organisent un débat à l'Académie du climat mercredi prochain à 19h. Pour ceux que ça intéresse, il y a sans doute des politiques qui seront là. Et c'est organisé par les jeunes acteurs de la finance, enfin en gros tous les jeunes du CSR et de la finance durable. Il y a plusieurs associations et voilà. Et dans ce cadre-là, on a essayé d'avoir un petit peu des nouvelles du côté de la LUC, de Canfin, de ceux qui sont assez proches de ça. Et je parlais encore ce matin à Fabrice Bonifay qui n'avait pas non plus de nouvelles sur le périmètre exact de la directive. Donc je pense qu'on en saura plus en début de semaine prochaine, voilà. Et sur le périmètre exact de l'omnibus. Et voilà, sachant que les nouvelles qu'on a, c'est que ça sera a priori pas retardé et que la tournure expéditive du process va se poursuivre jusqu'au bout et qu'on devrait donc avoir les résultats le 26 février, pas plus tard. Voilà. De la commission, mais après ça, il faut que ça passe au Parlement et au Conseil. Oui, oui. Mais ça va être expéditif, apparemment, c'est ce qu'on nous dit. Ah oui, mais enfin, il faut que au Parlement, c'est jamais expéditif parce qu'il y a des amendements et que ça prend le temps du débat quand même. Enfin, si j'ai bien compris, c'est que la procédure omnibus, quand même, laissait moins de place au débat que les autres procédures législatives. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Comment peut-on savoir si les éléments de la CSRD sont cohérents avec le rapport financier, donc avec la stratégie financière? Quels sont les critères pour l'évaluer, cette cohérence? Stéphane? C'est une excellente question. C'est tout le travail qu'est en train d'élaborer, je dois dire. De ce point de vue-là, les IFRS sont en train de faire un travail de fond assez intéressant, qui avait déjà été initié avec l'Integrated Reporting, qui était absorbé par l'ISSB, sur le rapprochement effectivement entre les normes de durabilité et les normes comptables. Ils le font norme par norme, et ça c'est un travail qui doit être fait. Aujourd'hui, mon regret, c'est que ça n'a pas été fait en amont, en fait. Ça se fait plutôt après coup, donc c'est un exercice difficile à faire pour une entreprise et ça en rajouterait énormément à la complexité que vous avez déjà énoncée. Ce qu'on peut regretter aussi, c'est qu'il y a cette cohérence avec le reporting financier. Il y a aussi une cohérence avec le reporting juridique et que vous savez, maintenant, il y a l'obligation, après la loi SRU, d'avoir dans les rapports annuels ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et on s'aperçoit, et les facteurs de risque sont plutôt, en gros, rédigés par des juristes, hein, et tiennent lieu, en fait, de disclaimer aux investisseurs. Si vous investissez dans notre boîte, sachez-le, vous avez tel risque. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas réellement de correspondance entre les facteurs de risque et ce qui est reporté dans la CSRD. Alors que la moindre des choses qu'on attendrait d'une entreprise, c'est que si elle annonce des risques potentiels pour les investisseurs dans ces facteurs de risque, et il y a eu des études qui ont été faites qu'à peu près un bon tiers des facteurs de risque sont de nature ESG.
c'est qu'elle pilote ses risques et qu'elle au moins soit transparente sur la façon dont elle les pilote. Donc, ce qui n'est pas le cas vraiment. Donc, c'est vrai pour la comptabilité financière, c'est vrai aussi pour les risques juridiques. Est-ce qu'il y a d'autres Je questions? peux peut-être apporter un complément de réponse, puisque oui, bien dans ma sûr. présentation, je parlais justement de cohérence, de plus grande cohérence entre les rapports RSE et les rapports financiers, et en particulier sur un élément, c'est sur le périmètre, tout simplement. Jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément dans les rapports extra-financiers d'attention au périmètre. Est-ce qu'on parle de toutes les filiales? Est-ce qu'on parle de toutes les géographies, de toutes les business units, etc. Là, pour le coup, c'est un des points qui a été souligné dans les rapports, les premiers rapports qui sont sortis là. C'est le fait que la CSRD donnait une logique de à minima se baser sur le même périmètre et du coup c'est dans ce sens-là que je mentionnais une plus grande que ça allait dans le sens d'une plus grande cohérence. Autre question? Nous avons une dernière question. La dernière question. Pouvez-vous nous dire un mot sur le risque réputationnel d'un rapport CSRD style greenwashing? Alors, moi, je peux répondre sur le risque juridique. Vas-y, Stéphane. Non, ben c'est un vrai sujet parce que c'est effectivement, enfin, notamment les Allemands, c'est pour ça qu'ils tapent sur la double matérialité, hein, parce que ils disent en gros avec la CSRD, on tend le bâton pour se faire battre avec la CS3D. Et le reporting d'impact est finalement la meilleure façon de se faire attraper par la CS3D. Donc il y a l'articulation entre ces deux directives qui était franchement voulue par le régulateur et effectivement un no way de la part d'un certain nombre de corporates et les Allemands ont été en pointe là-dessus. Au-delà de ça, je pense que non, enfin, la réponse est quand même que la CS3D apporte, la CSRD, pardon, apporte au contraire le gage d'avoir beaucoup moins de greenwashing qu'on en avait, puisqu'en fait, la différence par rapport au reporting financier, c'est qu'avant, on pouvait reporter à peu près sur tous les KPI qu'on faisait, sur lesquels on avait de la bonne performance, tout en mettant sous le tapis les KPI sous lesquels on avait de mauvaises performances, comme si une boîte pouvait reporter sur ses filiales bénéficiaires et ne pas reporter sur ses filiales déficitaires. C'est ce qui se passait avant, hein. Et ça, la CSRD le prévient. Et ce n'est plus possible. On est obligé de reporter sur ces impacts négatifs dans un cadre vérifié, audité. Et ça, c'est quand même une grosse différence. Donc, c'est une amélioration très nette. Carole, puis je terminerai. Non, mais là, rien d'autre à ajouter. C'est exactement ça. Le risque réputationnel est complètement diminué quand on suit cette méthodologie CSRD. Alors moi, je ne répondrai pas sur le risque réputationnel parce que je n'ai rien à dire de plus que ce que vous avez magnifiquement dit. Je répondrai sur le risque juridique parce que je suis vraiment frappée de voir la montée en puissance des affaires de greenwashing, notamment dans le cadre du contentieux climatique. Et comme je le disais tout à l'heure, à mon sens, d'avoir des règles comme celle de la CSRD qui encadrent, c'est un moyen de, non pas de risquer davantage, mais au contraire, c'est un moyen de se sécuriser davantage. Et donc, tout ce mouvement anti-norme est pour moi totalement contre-productif pour ceux qui le soutiennent. Parce que je vois très bien sur un plan contentieux ce qu'on peut faire quand il n'y a pas de normes. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile parce que le fait de respecter la règle, vous n'engagez pas votre responsabilité. S'il n'y a pas de règle et qu'il y a des dommages, eh ben, vous engagez votre responsabilité. Ce n'est pas compliqué. Voilà, écoutez, il me reste à vous remercier tous les deux, à remercier nos auditeurs. Bien évidemment, ce webinaire sera en replay sur notre site, sur le vôtre peut-être aussi, Carole. Voilà, donc vous les trouverez sur nos sites respectifs. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.